Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais faire une comparaison très instructive sur le comportement de l'opposition au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Tenez, au Cameroun, l'opposant le plus populaire, Maurice Kamto, se savait sous la menace d'une invalidation de sa candidature, notamment parce que son parti, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'a pas participé aux différents scrutins qui ont suivi la présidentielle de 2018. Il y a eu notamment les législatives et municipales en février 2020 et les régionales en décembre de la même année. Or, les conditions de candidature à la présidence de la République au Cameroun sont très drastiques et c'est l'article 121 du Code électoral qui les énumère. Premier cas de figure, on est investi par une formation politique disposant d'élus, députés, sénateurs, conseillers municipaux ou conseillers régionaux. Deuxième possibilité de candidature, c'est la candidature indépendante. Dans ce cas, on doit bénéficier d'une forme de parrainage par, je cite le code électoral camerounais, par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Je ferme les guillemets. Enfin, un parti politique sans élu peut toujours présenter un candidat. Dans ce cas, lisons à nouveau la loi électorale camerounaise. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, 2, ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Fin de citation. L'opposant Maurice Kamto, dont le parti ne dispose d'aucun élu, puisque sa formation avait, comme je l'ai dit plus haut, boycotté toutes les élections depuis 2018, cet opposant a stratégiquement choisi de s'allier à un parti politique qui dispose d'élus. En somme, Maurice Kamto a choisi de se montrer légaliste en se pliant à la loi, plutôt que d'engager un bras de fer en vue de faire accepter sa candidature au titre du MRC par la pression ou à la suite d'un hypothétique arrangement politique. Analysons à présent l'attitude des opposants ivoiriens. Commençons par le cas le plus curieux, celui de Tidjane Thiam. Comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, l'acquisition d'une autre nationalité pour des citoyens d'origine entraîne ipso facto la perte de celle de la Côte d'Ivoire. Or, depuis 1987, année de sa naturalisation, c'est-à-dire depuis 38 ans, Tidjane Thiam est censé savoir qu'il n'est plus ivoirien. Pourtant, il s'est malgré tout frauduleusement inscrit sur la liste électorale. Et lorsqu'il a fini par renoncer publiquement à la nationalité française pour redevenir ivoirien, il était trop tard pour que son inscription, antérieure à sa réintégration dans la citoyenneté ivoirienne, ne soit pas frappée du sceau de l'illégalité et de la fraude. Et c'est ainsi qu'il a été en toute légalité et très logiquement radié de la liste électorale, devenant par ricochet inéligible. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Guillaume Soro ont été condamnés à des peines privatives des droits civils et politiques. Depuis plus de 5 ans, ils se savent inéligibles. Mais plutôt que de se plier à la dureté de la loi qui s'impose à tous, ils ont engagé un bras de fer en espérant que la loi devrait s'adapter à eux, alors que la sagesse aurait voulu qu'ils se choisissent des plans B au sein de leur formation politique, comme l'a fait avec beaucoup de bonheur le Sénégalais Ousmane Sonko. C'est là toute la différence entre l'opposition camerounaise, incarnée dans notre analyse par Maurice Kamto, et les opposants ivoiriens. Il y a d'un côté les légalistes qui comprennent que toute personnalité, quel que fût son rang, reste soumise à la loi comme tout autre citoyen. Et de l'autre, il y a les opposants ivoiriens qui estiment, avec un certain mépris pour les institutions et les règles, que les dignités politiques sont au-dessus de la loi. Relevons très rapidement que les opposants ivoiriens sont
dans une démarche si désespérante qu'ils en sont à circuler la rumeur selon laquelle Emmanuel Macron, lors du déjeuner qu'il a offert au président Ouattara le 16 février, aurait instruit Alassane Ouattara de permettre l'éligibilité de ceux des opposants actuellement inéligibles. Mais selon mes sources officielles, à la fois en France comme en Côte d'Ivoire, il n'en a rien été. Du côté ivoirien, l'idée même que son homologue français puisse faire des injonctions au président Ouattara agace. Le président Ouattara ne reçoit des ordres ni du président Macron, ni de personne d'autre, m'a affirmé ma source ivoirienne très haut placée. Mes contacts en France sont sur la même longueur d'onde. Le président Macron ne donne pas des ordres au président Ouattara. Tout au plus peut-il donner son avis. Et il a bien évité d'émettre quelques avis sur la prochaine présidentielle ivoirienne. Il a écouté le point de vue, le point de la situation que lui a fait le président Ouattara et il lui a fait savoir qu'il lui faisait confiance pour prendre les meilleures décisions face à une situation qu'il connaît mieux que quiconque. Fin de citation. Visiblement, certains opposants ivoiriens vivent encore dans l'illusion d'une France super puissante qui faisait et défaisait des régimes en Afrique. Une France qui donnait des ordres aux chefs d'État de ses anciennes colonies et s'assurait que ses instructions, ses consignes sont respectées. Cette vision rétrograde, obsolète et anachronique, cette mentalité de coloniser, infantiliser, ne correspond plus à aucune réalité aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, l'analyse que je voulais partager avec vous en promettant de vous revenir très très vite avec de nouvelles informations et analyses, toujours basées sur des faits. À très très bientôt. Inch'Allah.